Merci d'être avec nous pour le Club Macro. Aujourd'hui, nous allons parler immobilier. Faut-il investir dans l'Europe de l'Est? On en parle avec un spécialiste, Mansour Khalifé, le fondateur de MNK Partners. Bonjour Mansour. Bonjour Laura. Bonjour Nicolas. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes un expert de l'immobilier, vous êtes connu et reconnu comme acteur pan-européen. Vous gérez des fonds immobiliers en France et en Europe, bien entendu. En 2019, vous étiez les premiers à apporter cette thématique de l'investissement justement sur l'Europe de l'Est, il me semble. Oui, effectivement, chez MNK, nous connaissons les marchés immobiliers européens. On y a fait globalement notre thématique de gestion depuis des années. Et pourquoi l'Europe de l'Est? Tout simplement parce que c'est l'endroit en Europe aujourd'hui où on peut coupler rendement et appréciation de capital sur le long terme. Donc, juste un élément de conceptualisation. Alors, l'Europe de l'Est est très large. C'est ce qu'on appelle les pays d'Europe centrale et orientale. Bon, c'est globalement une vingtaine de pays. Il y a une dizaine, c'est l'ancien bloc de l'Est, qu'on ne connaît pas, globalement qu'on ne travaille pas. Et ce qui nous intéresse, c'est ces 10 pays qui font partie de l'Union européenne depuis 2004-2007 et qui sont principalement tirés par 4 pays, on va dire 3 grands pays et un marginalement. Ouais. La Pologne, avant tout, la Hongrie, la République tchèque et de manière, je veux dire, assez marginale, les pays baltes, donc l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Donc c'est ces pays qui nous intéressent et c'est ces pays aujourd'hui qui offrent des fondamentaux économiques très importants, démographiques aussi, et un marché d'immobilier qui commence à s'ouvrir. Alors à s'ouvrir en attirant des investisseurs étrangers, mais aussi des investisseurs locaux, et ce qui crée une certaine liquidité. Et c'est cette liquidité qu'on va aller chercher en allant chercher un rendement et une appréciation du capital. D'accord. Donc vous allez investir comment? Il faut investir sous quelle forme? Alors, il faut investir tout simplement, pour investir et comprendre ces marchés, il faut avant tout y être présent. C'est ce qu'on a fait chez MNK. Donc, vous avez un bureau à Varsovie? On a un bureau à Varsovie avec une équipe de Polonais qui connaissent très très bien la région, qui ont travaillé et gagné en compétences dans la compréhension et l'évolution de ces marchés. Et effectivement, on se capitalise énormément sur cette équipe qui fait partie intégrante de MNK Partners et qui nous permet de chercher, de comprendre avant tout les meilleurs cycles sur ces marchés. Donc, c'est quoi les meilleurs cycles sur ces marchés? C'est principalement la logistique, avant tout. Donc, le grand perdant de la crise 2008 se retrouve finalement le grand gagnant de la pandémie. Et pas qu'en Europe de l'Est, mais bon, pourquoi pas aussi en Europe de l'Est. Pas qu'en Europe de l'Est, mais ce qui est assez intéressant de remarquer, c'est que les taux de rendement, ce qu'on appelle les cap rates, donc c'est les taux de rendement à l'acquisition, se compressent énormément par l'afflux de liquidités. Il y a un déséquilibre de l'offre et de la demande. Il y a tellement de demandes sur ces classes d'actifs que finalement, on avoisine les 4,5% en République tchèque sur la logistique. Bon, on serait quasiment à 2,60 en France ou en Allemagne, et on voit qu'il y a une compression des taux très très importante. Tous les investisseurs. Et pourquoi? Parce qu'il y a plus de e-commerce, ou le commerce se développe plus dans ces régions-là, ou parce que c'est une zone de transition pour amener ce soit vers la Russie ou vers l'Europe? Alors, il y a un peu tout là-dessus. Déjà, il y a une situation géographique qui est très importante sur ces pays qu'on a cités, la Pologne, la République tchèque et la Hongrie. C'est la porte d'entrée sur l'Est, l'extrême Est, on va dire l'Est de l'Europe, la Russie, effectivement, la Biélorussie, l'Ukraine, mais c'est aussi une porte d'entrée sur l'Ouest. Donc c'est pour ça que c'est un passage très important et qui a développé, qui a vu dans tous les cas naître des nœuds logistiques, comme Lodz par exemple en Pologne. Et ce qui s'est passé, c'est que l'essor de l'e-commerce, il se développe de plus en plus dans cette partie de l'Europe, mais l'implantation aussi de Amazon, qui a implanté sa plateforme européenne en Pologne, fait qu'effectivement, il y a un besoin de créer des actifs ce que j'appelle les industrials, donc les logistiques, mais pas que, et on voit naître de plus en plus la logistique du last mile, donc du dernier kilomètre, qui va permettre de rapprocher finalement des centres. Donc il y a ça, mais il y a aussi la demande. La demande est très forte. Pourquoi? Parce qu'il y a le rendement, ce qu'on disait. Il y a encore moins de 10 ans, on achetait la logistique à 7%. Donc finalement, ceux qui ont acheté il y a 10 ans sont très contents parce qu'ils ont vu les prix monter et effectivement le rendement arriver. Et c'est ce qui crée globalement une compression des taux. Et bien entendu, il y a un effet moutonnier sur les marchés immobiliers. Dès que ça marche, tout le monde y va. Et dès que tout le monde y va, finalement, ça crée des bulles qui sont des bulles. Alors, pas que spéculatives finalement, parce qu'il y a des fondamentaux économiques qui sont très très forts dans ces endroits. Donc il y a la logistique, mais il y a aussi les retail parks. Les retail parks qui sont aujourd'hui une classe d'actifs à part entière sur l'Europe centrale. Alors pourquoi? Parce que les populations sont de plus en plus, je veux dire, ça, on en pas trouve mal de beaucoup des populations retail rurales. parks justement en Pologne. On en trouve de plus en plus.
Ça reste néanmoins assez cadré, assez encadré. Les permis sur les retail parks ne sont pas donnés à volonté. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est, d'un point de vue purement investissement, c'est la compression du taux. Alors, ça veut dire quoi une compression du taux? C'est tout simplement l'augmentation du prix. Quand vous regardez en République tchèque, le taux du retail park, qui est censé être dans un environnement très rural, est équivalent. Ça veut dire que vous l'achetez quasiment au même rendement que le centre commercial qui est proche des grandes villes. Donc c'est cette compression du taux qu'on va aller chercher via les retail parks et qui font partie finalement du mode de vie de ces consommateurs. Il est assimilé, le retail park a été quand même assimilé à un actif anti-Covid quelque part. Pourquoi ? Parce que finalement, même en période de confinement, les gens ont besoin d'aller consommer. Et ça veut dire qu'en termes d'usage, c'est cette consommation qui crée l'attractivité. En termes d'usage, ça veut dire que le retail park en zone rurale, en Pologne, en Hongrie ou en Roumanie, en fait, en République tchèque, pardon, attire énormément de gens. C'est ce que vous nous dites, c'est ça, et que ça a autant de visites finalement qu'un centre commercial en ville. Ce qui est intéressant dans le retail park, c'est que vous avez des zones rurales dans lesquelles il n'y avait rien. Donc là, quand on voit naître, par exemple, un retail park dans lequel vous avez un Leroy Merlin, Aldi, et quelques magasins de consommation, les gens n'ont plus besoin d'aller en ville. Et bien entendu, alors, de plus en plus, ils deviennent sur du e-commerce, mais on a toujours le côté très consommateur où on veut aller acheter et sur place. Et ce qui fait que les gens vont préférer aller à 10 km, à 20 km. Donc c'est un phénomène qu'on a vu depuis quelques années, je veux dire, il y a très longtemps naître en Europe de l'Ouest, qui commence... Parce qu'il faut savoir que cette Europe centrale est assez récente, elle date de quasiment début des années 90, donc commence à fleurir. Et effectivement, ça attire des zones de chalandise assez importantes, ce qui crée une pression sur cette demande. C'est un actif qui est très demandé aujourd'hui des investisseurs. Donc logistique, retail park, et pour terminer, peut-être un mot, le bureau. Et le bureau est aujourd'hui la moitié des investissements sur cette partie de l'Europe. Vous avez donc ce bureau à Varsovie, donc ça c'est sûr que pour le sourcing c'est très bon, mais la profondeur de marché est suffisante aujourd'hui? Alors effectivement, il y a une profondeur de marché qui est de plus en plus importante, alors à plusieurs égards. Il y a une profondeur physique, j'ai envie de dire. Alors le marché immobilier reste toujours limité, on est limité par le foncier sur la planète. Néanmoins, on est à la jonction d'un marché primaire, d'un marché secondaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a encore 20 ans, il était plus intéressant d'aller acheter un terrain et d'y construire un actif immobilier que d'acheter un immeuble qui existait déjà. Aujourd'hui, le foncier se fait rare. Donc le foncier se faisant rare, on est sur un marché secondaire, c'est là où on voit arriver finalement les deuxièmes mains. Et ce marché-là, on le regarde d'un point de vue volume d'investissement. Les volumes d'investissement en Pologne ont doublé sur les 5 dernières années. Aujourd'hui, c'est à peu près 8 milliards d'investissements. Et si on prenait les 3 pays que sont donc la Pologne, la République tchèque, ainsi que la Hongrie, on est quasiment à plus de 10 milliards d'investissements qui ont énormément augmenté depuis ces dernières années. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir la typologie des investisseurs. Parce que une profondeur de marché, c'est une liquidité. Oui, elle est en train de changer. Mais elle est en train de changer à plusieurs égards. Le premier, c'est l'attrait des investisseurs internationaux. Donc, on voit arriver les Américains, qui sont là depuis quelques années, mais qui renforcent leur positionnement, les Britanniques aussi, les Moyen-Orientaux, les Chinois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande partie, voire une grande majorité de l'investissement sur l'Europe centrale est aujourd'hui acté par des investisseurs locaux, nationaux, en tête les fonds tchèques, les fonds hongrois, qui, eux, lead ces investissements. Et là où, en 2008, ils ont rempli les vides, ils ont comblé le vide des institutionnels qui ont fui ces marchés parce qu'on estimait que le marché était très risqué, aujourd'hui, ils ne comblent plus un vide. Au contraire, ils sont un market player, c'est-à-dire qu'ils vont jouer le jeu de la concurrence et même ils vont la gagner. Donc, ils favorisent aussi ce déséquilibre de l'offre et de la demande parce qu'aujourd'hui, vous allez en République tchèque, il n'y a rien à acheter. Mansour, il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'on peut rappeler vraiment en 2 mots quels sont les risques et les avantages de ces investissements? Les risques, effectivement, sont principalement des risques, tout d'abord, de devises pour les pays qui n'ont pas adopté l'euro. Il en est le cas de la Pologne avec le zloty et le forint sur la Hongrie. Néanmoins, le marché immobilier est toujours basé, pricé sur l'euro, que ce soit même les loyers, ils sont versés en ce qu'on appelle le euro-denominated, c'est-à-dire que le loyer est touché en euros.
ça reste un risque, néanmoins, à prendre en considération. Il y a un risque de liquidité, parce que tous les marchés n'ont pas cette profondeur qu'on peut voir sur les volumes d'investissement. Plus il y a de demande, comme vous le disiez, plus il va y avoir une question de l'offre aussi à un moment ou un autre, quand même. Il se pose. Il va y avoir effectivement une demande. Dans tous les cas, la demande est là et l'offre est très réduite sur ces marchés. Donc, ce qui crée cette compression du taux, c'est un risque de liquidité, c'est un risque aussi de, on va dire, bon, on le suit tous les jours, mais il y a aussi un risque politique, fiscal, juridique. Mais ça reste dans tous les cas des pays qui gagnent en maturité énormément. C'est un risque à prendre, ou dans tous les cas à avoir dans son allocation de portefeuille immobilière. Il y a du corps plus, il y a du value add, mais il y a aussi des géographies qui peuvent coupler rendement et performance à moyen terme. Merci beaucoup, Mansour, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes fondateur de MNK Partners. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le Club Action. Merci.